J'ai le grand plaisir de vous faire découvrir dans les vidéos ci-après 17 jeunes artistes muratais avec lesquels j'ai travaillé pendant 2 jours et demi sur l'histoire de leur village. Je vous donnerai un petit aperçu de l'approche pédagogique de l'atelier afin de vous permettre de suivre leur présentation avec un regard affiné et de mieux saisir le processus grâce auquel ils ont réussi à trouver leur propre posture, leur propre voix par rapport à ce sujet. Ça paraît un peu farfelu peut-être, parce qu'on s'est tous regardé une vidéo, non? On appuie sur play. J'ose une prédiction. Pas mal d'entre nous se feront piéger au moment où un élève s'arrêtera de parler. Nous risquerons de switcher automatiquement en mode attente. Quand va-t-il reprendre sa narration? Mais j'ai exprès inséré dans les vidéos des séquences où les élèves ne parlent pas, où on les suit immergés dans le travail en silence. Car l'histoire de leurs œuvres est loin de s'articuler exclusivement par les médiums des mots. Je vous invite à être attentif à leur regard, leur posture, leurs gestes, qu'ils ont tous une voix, un timbre propre. Ils nous racontent des facettes de leur appropriation de l'histoire qui sont hors de portée des mots. Vous remarquerez que les vidéos ne vous présentent jamais juste l'œuvre finale, mais contiennent beaucoup de séquences documentant le processus de sa création. J'ai même inclus des passages où on les voit travailler sur des matériaux qui finalement n'ont pas du tout trouvé leur place dans l'œuvre finale. Pourquoi? En fait, pour décrire mes ateliers, je préfère le terme laboratoire interdisciplinaire. Il faut savoir que dans mes ateliers, je ne dis jamais aux élèves quoi créer. Certes, je les accompagne de manière maïeutique, mais ils sont entièrement libres, non seulement par rapport à la forme de leurs œuvres, mais aussi en ce qui concerne leur histoire, leur message. Ce qui explique d'ailleurs aussi la grande diversité des œuvres que vous allez voir. Je les ai encouragés à expérimenter, à s'égarer, à se retrouver, à tomber, à se redresser, à être tenace, à découvrir que le chemin vers la solution n'est souvent pas linéaire, mais tortueux. Il faut prendre du temps aussi pour explorer des impasses, parce que ce sont ces compétences-là qu'il faut aussi dans la vie en général, quand il s'agit de construire une posture de citoyen, créateur, acteur, avec un esprit critique et autonome. On s'est lancé dans cette aventure selon la méthode Matrix, métaphore X. C'est la méthode didactique que j'ai développée pour mes ateliers artistiques interdisciplinaires au cours des 10 dernières années. Et si certains d'entre vous viennent d'avoir un petit déjà entendu, c'est normal. La matrice joue un rôle primordial dans ma méthode. Sauf que, contrairement au film, elle ne vise pas à s'en échapper, mais à s'y reconnecter. Comment faire pour que les élèves arrivent à percer la bulle qui sépare une discipline de l'autre? L'histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, l'art. Finalement, j'ai récupéré les résistants, qui sont des bobines noires, qui s'appellent des résistants en informatique. Comment percer la bulle qui coupe le passé, le présent et le futur dans des tranches temporelles sans aucune connexion?
Comment percer la frontière qui se crée souvent entre la vie au sein de l'école et la vie à l'extérieur, entre les devoirs et nos passions de loisirs. Vous vous demandez pourquoi, peut-être, il y a un violon. Je l'ai choisi car c'est un instrument que je joue souvent dans mes temps libres. La méthode Matrix nous lance le défi de nous ouvrir à une nouvelle perception de la réalité. De réanimer et d'affiner nos antennes pour découvrir des liens cachés, des liens endommagés, parfois même rompus, envers le tissu social et environnemental qui nous entoure, envers l'histoire, mais aussi envers notre propre monde intérieur. En vue de ces objectifs, il était évident pour moi qu'il n'y avait qu'un seul endroit où réaliser la dernière phase de l'atelier, celle où les élèves présentent leurs œuvres, la place Bala. Cette place centrale qui s'étend devant la mairie de Murat et qui est le nombril de l'histoire sur laquelle on a travaillé. Le lieu où, en juin 1944, le haut fonctionnaire nazi, capitaine SS Hugo Geisler, fut abattu par un résistant. L'événement déclencheur pour l'action de représailles, la déportation des Muratais. Travaillez pas seulement sur la place, mais avec la place, comme si elle était en prolongement de vos œuvres. C'est ça le défi que j'ai lancé aux jeunes en arrivant sur la place Bala, pour que les élèves tissent un nouveau lien envers ce lieu, central à la fois dans l'histoire et dans le présent de leur ville, en lieu de leur quotidien chargé de mémoire et d'affect, qui fait partie de la géographie antérieure. La méthode Matrix se pose la question: comment guider les élèves dans un état de réflexion et de ressenti où toutes les îles thématiques et temporelles recommencent à entrer en résonance l'une avec l'autre, où nous redécouvrons la matrice d'un monde où tout est connecté. La porte envers ce regard holistique et le cœur pédagogique de la méthode Matrix se trouve dans la première phase de l'atelier, en amont de la création des œuvres. Cette première phase de l'atelier est particulièrement cruciale parce que, comme vous le savez déjà, je ne dis jamais aux élèves quoi créer. C'est à chaque élève de trouver pour son œuvre sa propre forme, sa propre narration. La première phase représente donc la terre où je prépare le champ psychologique des élèves sur lequel poussent ensuite leur propre œuvre plante. Cette phase a compris les analyses des métaphores textuelles, par exemple dans les lettres des déportés, des métaphores visuelles, mais aussi des métaphores par rapport aux odeurs ou au toucher. La variable X nous rappelle justement que la source dans laquelle chacun trouve la métaphore la plus adaptée pour son histoire peut varier. Vous allez découvrir que les élèves parlent de l'histoire de Murat par le biais des métaphores jamais entendues avant en ce contexte. Des dauphins, des avalanches, des vaches. Comment sont-ils arrivés à s'approprier l'histoire de la ville à tel point qu'ils ont excavé une voie aussi personnelle? J'applique tout un bouquet d'outils pour arriver à chatouiller chaque élève selon sa propre matrice psychologique, mais je vous donnerai au moins quelques repères. Pour libérer les puissances créatrices des élèves, il s'agit d'abord d'identifier des supports métaphoriques qui promeuvent la circulation fluide des informations dans la matrice cérébrale et intuitive. Là, il s'agit souvent vraiment de déboucher des rivières, des canaux, des capillaires qui sont devenus des flaques d'eau stagnantes. Il y a bien longtemps, dans mon petit village. En plein milieu de juin, un orage a surgi. Ce n'était pas de l'eau qui tombait des nuages.
C'était du fer, du feu, du sang et du mépris. Un orage, c'est bon quand la terre est bien sèche. Il redonne la vie aux fleurs un peu fanées. Mais cet orage-là, celui de qui je prêche, au lieu de la donner, eh bien non, il l'a pris. Il a pris la vie à tous ces êtres chers. Qu'on appelait papa, qu'elles appelaient chéri. Ce poème, qui est aussi à l'origine du titre de l'atelier, je l'ai choisi comme un des sujets d'analyse principaux à cause de plusieurs raisons. Premièrement, en parlant des orages, des nuages, des fleurs et de la terre, le texte comprend des métaphores qui représentent des images fortes à caractère universel et intemporel, ce qui permet aux élèves de tisser des liens avec leur référentiel et expertise personnelle, indépendamment du sujet historique. L'univers métaphorique du poème m'a aussi permis d'établir un lien avec nos matériaux artistiques, surtout avec l'élément de l'eau et celui de la terre. En amont de l'atelier à Murat, j'avais demandé aux enseignants de Bremen de nous apporter de l'eau de la Weser, le fleuve qui coule directement à côté du Bunker Valentin, de nous apporter pour notre buffet de matériaux artistiques aussi du sable et des petites pierres du site historique. Pour alimenter la matrice qui lie le passé, le présent et le futur, j'ai posé aux élèves la question suivante. L'eau qui habite les corps de ces jeunes Muratais en 1944, où est-il maintenant? L'eau qui coule dans vos veines en ce moment, où sera-t-il dans une cinquantaine d'années? J'ai mis cette eau car on dit que l'eau qu'il y a dans notre corps s'est évaporée et a pu tomber dans cette eau. Dans mes ateliers, je cherche toujours des supports qui permettent d'ancrer le thème dans la matrice du paysage régional. Murat est une ville qui, depuis toujours, a été fortement impactée par la relation de l'homme envers son environnement, le paysage volcanique, l'agriculture. Dans la poursuite de la métaphore de la terre, venant du poème L'orage, il m'était donc important que les pierres apportées depuis les bunkers trouvent leur pendant dans la lauze, une roche omniprésente à Murat, utilisée pour la couverture des toitures. Travailler de cette manière avec des objets qui nous sont familiers facilite l'établissement d'une relation avec un événement qui, dans le temps, est très lointain. Pour la même raison, j'avais demandé aux élèves de fouiller leur maison pour enrichir notre buffet de matériel artistique avec des objets personnels ou de leur famille. C'est ainsi qu'on a vu naître par exemple des œuvres dont les métaphores se nourrissent de l'expertise locale des élèves, enracinés dans l'univers agricole de la région. Le grand avantage de travailler avec les métaphores de cette manière est que la métaphore X devient un outil pédagogique caméléonesque. La métaphore s'adapte au monde intellectuel et émotionnel de chaque participant. La classe à Murat était un groupe composé de personnalités très diverses, mais chacun était capable de faire vivre les métaphores selon ses propres capacités. Comme ces métaphores sont des corps de résonance à la fois simples, mais aussi de potentiel complexe. La variable X se réfère à cette propriété de la méthode. Et c'est la raison pour laquelle je peux appliquer la même méthode non seulement au niveau scolaire, mais aussi dans mes ateliers avec des professeurs d'université, des étudiants, des détenus, des réfugiés. En travaillant avec les métaphores de cette manière, je crée pour les participants ce que j'appelle des espaces d'esquive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Surtout si on travaille sur des chapitres sombres de l'histoire, comme celui de la déportation, il est important d'offrir aux participants l'option de décider pour eux-mêmes. Pour me positionner, voire parler de cette histoire, de quelle distance ai-je besoin pour me sentir à l'aise? Est-ce que j'appelle les choses par leur nom propre? Ou est-ce que la métaphore peut me servir parfois comme une sorte de tampon?
En vous parlant de ces espaces d'esquive, je conclus avec la photo que j'ai choisie exprès comme premier sujet d'analyse, tout au début de l'atelier. Quand, dans le cadre de ma recherche, on m'a montré cette photo, j'ai su tout de suite qu'elle deviendrait le cœur du concept. Au milieu de toutes les sources historiques sombres liées à la déportation des Muratais, cette photo tient un rôle unique vis-à-vis la psychologie des élèves. On voit des jeunes Muratais, presque de leur âge, qui fêtent le 17e anniversaire de Lily dans un café à Murat. La photo est prise juste 2 mois avant l'attaque devant la mairie. Ce qui la rend particulièrement précieuse sur le plan pédagogique, c'est qu'on voit des amis partageant un moment de chaleur humaine et de convivialité. Pour être prêt à s'ouvrir aux histoires douloureuses et brutales de cette époque, la mémoire aide à ne pas oublier que ceci aussi a pu exister. En même temps, la photo nous rappelle la fragilité de cette épée, que de tels moments d'insouciance peuvent toujours basculer, à l'époque comme aujourd'hui. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous de contribuer, déjà avec les petits actes de la vie quotidienne, à une culture humaine du vivre ensemble. Les œuvres créées par les élèves pour vous en font partie. Notre œuvre s'appelle La main de l'horreur. Notre œuvre a été inspirée du poème L'orage. Le poème L'orage est lu chaque année au mémorial lors de cérémonies. Notre main noire signifie les nuages d'horreur qui ont pris les maris et les fils et qui ont laissé les veuves. On a commencé par prendre une planche de bois. Ensuite, on a sculpté une fleur à l'intérieur qui représentait une veuve. Puis on a commencé à faire une tête qui faisait la tête de la femme. On a ensuite découpé en bouts de grillage pour mettre par-dessus sa tête pour dire qu'elle renfermait ses idées. On a voulu creuser des racines dans du bois. On a rajouté des racines en dessous de la fleur pour représenter qu'elle voulait creuser pour avoir des souvenirs de son mari et de son fils. On a sculpté une main en plâtre. On a sculpté une main en plâtre qu'on a peint en noir pour représenter les Allemands qui avaient déporté son mari et son fils. On a peint en haut du bout de bois un nuage noir qui représentait un nuage de l'horreur. On a rajouté un dégradé de couleurs avec les nuages noirs. On a placé notre œuvre sur le bord du mémorial. Le soleil illumine notre œuvre et son ombre se mettait sur les cailloux. La deuxième partie de notre œuvre s'appelle la réconciliation. On a commencé par choisir un bout de bois. On a commencé à sculpter 2 personnages, un pour représenter l'Allemagne et l'autre pour représenter la France.
Puis on a sculpté des visages dans de l'argile. On a fait des visages souriants puisqu'ils sont réconciliés. On a commencé à peindre le ciel avec du bleu et on a rajouté des touches de blanc pour faire les nuages et un peu de jaune pour faire le soleil. On a vu qu'il manquait quelque chose en bas et on a rajouté 2 mains et un cœur au milieu pour dire qu'ils se sont réconciliés et qu'ils sont redevenus amis. On avait laissé comme ça et après il y a des professeurs de Brême qui sont venus nous amener du sable qui venait du bunker. Et on a décidé de l'introduire dans notre œuvre sur une planche de bois qu'on avait sculptée pour pouvoir y accrocher notre œuvre. On a mis du côté de l'Allemagne le sable qui venait de Brême et du côté de la France le sable qui venait de Murat. Le sable qu'on a trouvé à Murat, on a été le chercher dans notre cour du collège et on a fait joindre les deux pour que ça fasse la réconciliation complète. Mon œuvre s'appelle La fontaine de la vie. La fontaine représente le corps d'un déporté. L'eau représente son sang. J'ai fait le choix du matériau de la fontaine. La fontaine est faite en ciment. C'est un matériau très dur, comme cela représente la vie. La vie qui est dure comme le ciment. Il y a 2 parties dans la fontaine. L'une où l'eau est claire, celle qui représente les jours heureux, et l'autre le malheur après l'orage. Ici, vous voyez le côté du bonheur de la vie d'un déporté avant l'orage. Vous voyez une fuite du compartiment où il y a le sang pur, où pousse une jolie fleur. On voit l'orage qui se présente au-dessus des 2 parties. Ici, vous voyez ensuite la partie du malheur quand ils ont été déportés. La fuite est rouge et laisse pousser une fleur du mal noire. Cette pierre représente la douleur du travail dans le bunker. Cette pierre est très spéciale. Des enseignants de Bremen nous a rapporté ces pierres qu'ils ont collectionnées pour nous. Elle est très importante car elle vient directement du site du bunker. Vous vous demandez pourquoi peut-être il y a un violon. Je l'ai choisi car c'est un instrument que je joue souvent dans mes temps libres. J'ai fabriqué les cordes avec de la vieille ficelle qui date d'il y a très longtemps que j'ai trouvée dans ma maison. J'ai sculpté le manche avec du bois. J'ai choisi ces matériaux car j'étais très impressionnée de la forme de ces pierres. La forme de ce violon, je l'ai découvert car elle m'impressionnait beaucoup, la ressemblance avec un violon. Ces 2 parties, il n'y avait presque pas de travail à faire, juste à coller. Mon œuvre s'appelle La séparation, car un dauphin rose a perdu sa famille.
Des humains ont pris un filet, ont attrapé sa famille. Le dauphin rose son chemin s'est séparé. Sa chair s'est déchirée, sa peau s'est déchirée tellement qu'il était triste. Il y a du sable du bunker qui est à côté. Parce que quand ils ont attrapé sa famille, car les Allemands ont attrapé sa famille avec des filets, ils ont lancé un filet pour attraper ses parents. Et ça a séparé sa route. Mon œuvre se nomme La main de Raymond. Parce que Raymond a fait une lettre qui disait qu'il n'est pas tout seul quand il est parti. Donc j'ai représenté une main. Une main et une cascade qui descend de cette main. Il faut monter la cascade pour être au paradis. Pour éclairer le paradis, j'ai représenté une ampoule, une fleur qui l'éclaire. J'ai fait une petite maison avec le foyer. J'ai mis de l'eau à côté du bunker de Weser. Et du sable de Weser. J'ai mis cette eau car on dit que l'eau qu'il y a dans notre corps s'est évaporée et a pu tomber dans cette eau. On a fait en sorte que le bunker ressemble à un ogre, car ils mettent des tonnes et des tonnes de béton, comme si c'était infini. Pour représenter les personnes, au début on voulait faire des personnes en argile, mais pour représenter l'espoir qui est de couleur verte,
on a fait des feuilles vertes. Plus elles deviennent foncées, plus l'espoir diminue. On a eu l'idée de faire une traînée noire qui montre le cycle des déportés. Ils arrivent dans l'endroit où ils dorment. Ils se réveillent. Ils vont mettre du béton au bunker. Et finissent leur vie dans les fourneaux brûlés. La petite sculpture que vous voyez au milieu est un tronc d'arbre qui a été coupé, où il y a des fils verts qui poussent, qui représentaient l'espoir qui repousse et la résistance. On s'est inspiré d'une photo où il y avait un tronc d'arbre coupé, où il y avait des tiges d'herbe de feuilles qui repoussaient. Et ça m'a donné l'impression que c'était l'espoir qui revenait. Je ramasse par terre une frêle petite branche de chêne, avec 4 feuilles couleur or, de la couleur des cycles de la vie, de l'une qui se termine avec l'approche de l'hiver, avant la renaissance annoncée dans la lumière des jours qui rallongeront à nouveau. J'aborde les derniers virages avant Murat. Il est midi, il fait beau, le ciel est bleu. Je rejoins le cimetière de la ville, le caveau familial. J'accroche la petite branche de chêne à la plaque à la mémoire de Georges. Le titre est Le cœur du malheur. Cette œuvre raconte l'histoire d'un nuage sombre, d'une main, d'un éclair et de fleurs représentant la vie. Tout d'abord, l'éclair sort du nuage. Puis, une main se forme au bout de ce dernier. Cette main attrape toutes les fleurs, donc emporte toutes les vies. Mais à force d'en attraper, la main est blessée. Ce nuage représente le mal, la main enlève tellement de vie qu'elle la perd. Le cœur représente la vie, peu à peu s'assombrit puis meurt. La mort vit et la vie meurt. Notre œuvre se nomme La fleur du bonheur. Cette œuvre raconte l'histoire d'un nuage, d'un arc-en-ciel et de fleurs. Partant des nuages, l'arc-en-ciel tombe jusqu'aux fleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel correspondent à celles des fleurs. L'arc-en-ciel nourrit, donne la vie aux fleurs. Sur un rocher, on peut voir le portefeuille de Louis, surnommé Lily. Dans ce portefeuille, il y a un souvenir du 17e anniversaire de Lily. Ce sera le seul souvenir de Lily que le petit frère trouvera. Et la rivière représente la vie que passent les êtres vivants.
emportant le passé dans son courant. Alors le titre de mon œuvre se nomme Les résistants au bord de la vie. C'est une œuvre qui représente en fait la difficulté d'une vie qui n'est pas totalement stable. L'idée m'est venue en ouvrant un tourne-disque car je voulais récupérer la plaque tournante. Finalement, j'ai récupéré les résistants, qui sont des bobines noires, qui s'appellent des résistants en informatique. Donc ça m'a donné l'idée de récupérer les composants verts pour faire comme si c'était la vie qui n'était pas stable et dangereuse avec les pointes de soudure. Et les résistants sont des résistants autour de cette plaque tournante qui voient la vie défiler comme ceci. Et qui la vivent mal ou bien, qu'il y ait des bons moments ou pas, ils restent ici et ils bougent pas. J'ai choisi le titre « La foudre frappant Murat ». Au début, je voulais graver le bois et graver directement les personnages dans le bois. Mais après, je me suis rendu compte que ce serait impossible. Donc, j'ai entre guillemets découpé le bois. J'ai choisi le bois car c'est vivant et que les Allemands ont pris les Français et les ont séparés de leur famille. Puis, je l'ai peint en vert, comme la couleur de la nature. J'ai ensuite assemblé mes deux bonhommes en pâte à modeler. Je les ai peints. J'ai mis les galets rapportés par les professeurs venant de Brême et je les ai collés. J'ai créé ma fontaine en terre cuite. Je l'ai peinte en gris comme la fontaine de Murat. Sur mon bout de bois qui est le socle, on voit du sable venant du Brême et ce sable on le retrouve aussi dans la fontaine, là où il y a de l'eau de Brême venant du bunker, là où les Muratais ont été déportés. On voit ensuite le représentant allemand se faire fusiller par un résistant. Le résistant est poilu et très maigre. L'allemand, lui, est gros et rasé. Tout à l'heure, j'ai dit le poilu, car comme c'est un résistant, il n'a pas pu rentrer avec sa famille depuis longtemps. Du coup, j'ai choisi de le faire très très maigre, parce qu'il ne peut pas beaucoup manger, et de le faire poilu, car il n'a pas pu se raser depuis longtemps. Et le représentant allemand, je l'ai fait gros, car lui, il peut manger quand il veut, et rasé, car il a pu se raser il n'y a pas très longtemps. Par ailleurs, cet homme est protégé par, entre guillemets, ma main, qui est un abri.
Le résistant, si vous regardez d'un peu plus près, on ne voit pas son visage. J'ai choisi de ne pas faire de traits sur son visage car on ne connaît pas réellement sa véritable histoire. C'est devenu entre guillemets un soldat inconnu. J'ai choisi de représenter des personnages qu'on ne connaît pas leur visage ni leur nom peut-être, car je me suis inspirée d'une photo qu'on a vue tout au début, qui est des adolescents qui fêtent leur anniversaire, le 17e. Il y a aussi une femme sur cette photo qu'on voit de moitié et on ne connaît pas son nom ni prénom. Et j'ai choisi de le mettre proche du mémorial car sur le mémorial il y a une plaque où c'est écrit Murat à ses enfants morts pour la France, guerre 1939-1945, avec des noms de soldats avec leur date de mort. Je l'ai mis proche de ce monument pour rappeler qu'il y a beaucoup de Français, muratés surtout, qui sont morts. La construction du bunker. Il représente le bunker des Allemands. Il représente la tristesse. Une prison pour les Français. L'homme au fil triste. Il est prisonnier. Il est donc triste. Il pense à sa famille qui lui manque. Il est penché. Les fils représentent son corps. Le maquisard dissimulé. Le maquisard cherche à se cacher des soldats allemands pour éviter de se faire attraper et ne pas devenir un prisonnier. L'avalanche des lettres. J'ai utilisé une bûche. J'ai pris des lettres, des touches de clavier d'un ordinateur pour faire le mot roche. La bûche représente une montagne et les lettres représentent une avalanche. Notre œuvre s'appelle La plante de la tristesse. Sur un tube de ribannage, on a mis du polystyrène. Sur la dent de la faneuse, on a collé une vache. Les pétales sont normalement colorés, mais sur notre œuvre, les pétales sont enroulés durs comme du fer, car les muratés ont mal. Là, elles sont noircies et ils ont peur et ils se referment en eux.
Pour montrer la violence qu'ont vécu les Muratés, on a fait du sang qui coule du polystyrène. À la fin du tube, on a collé une feuille de papier déchiré pour montrer qu'il y a eu de la destruction. Pour montrer qu'il y a eu des morts. On a peint le tube en bleu foncé. On a créé des larmes bleu clair. Puis on a collé des câbles pour montrer la violence.